Alors, c'est très important pour la régénération, pour la rééducation, pardon. C'est l'électrothérapie, mais il faut un appareil qui a été validé. Alors, rapidement, en imagerie, vous avez les techniques adjuvantes. C'est le crochetage, notamment pour décoller les adhérences et restaurer la mobilité au niveau. C'est important dans les cas de déchirure parce que vous allez pouvoir travailler le muscle sans qu'il y ait une modification de sa longueur et au contraire, il va aller vers le raccourcissement. Dans le cas des déchirures, il vaudra mieux préférer des étirements actifs plutôt que des étirements passifs. Il faut aussi, et ça c'est très important pour la cicatrisation et le suivi et l'importance de la déchirure, voir si c'est simplement les fibres musculaires qui sont déchirées ou bien si le tissu de soutien, qui est un tissu conjonctif très, très, très complexe et qu'on commence seulement à découvrir grâce à des petites caméras qui sont introduites dans les tissus et qui savent voir des connexions par millions et qui ont beaucoup, beaucoup d'importance dans la cicatrisation. Aujourd'hui, on a un nouveau thème, un nouveau intervenant. Le thème d'aujourd'hui, c'est très intéressant. C'est l'intérêt du renforcement musculaire après une lésion musculaire. Un thème qui est très, 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 très important, surtout dans la kiné sportive. On essaie toujours de sortir du classique et vous donner les nouveautés, de l'actualité dans la prise en charge kinésithérapique. Aujourd'hui, on va poser quelques questions sur le renforcement musculaire, comment renforcer, pourquoi renforcer, quand renforcer, concentrique ou excentrique, piste interne ou piste externe, etc. Tout cela suite après une lésion musculaire. Pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui un grand monsieur, un grand kiné, l'un des piliers de la kiné belge et européenne et aussi algérienne. C'est le fondateur et directeur du Collège de la thérapie manuelle appliquée ETMA, M. Kader Dataoussaid. Bonsoir, M. Kader. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous allez bien? Ça va très bien. On est dans le... Donc, bienvenue parmi nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, Monsieur Dataoussaid, vous êtes un kiné de sport. Vous êtes licencié de l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes assistant DA en pathologie de l'appareil locomoteur à la faculté de sciences de la motricité de Bruxelles. Vous êtes un maître de stage aussi. Vous êtes ostéopathe. Vous êtes thérapeute manuel. Vous êtes le fondateur et le directeur et aussi formateur dans l'ETMA. Vous pouvez nous donner un mot sur l'ETMA, brièvement? L'ETMA, c'est une structure qui donne des formations complémentaires de spécialisation après le master en kinésithérapie et revalidation. Les études se font en 4 années à l'université dans les hautes écoles, mais il n'y a pas assez de matière et pas assez de temps. Donc, les jeunes kinésithérapeutes principalement viennent chez nous pour acquérir alors des compétences supplémentaires et des techniques particulières. Voilà. D'accord, merci Monsieur Dataoussaid. Vous êtes la bienvenue chez vous en Algérie. On va commencer lésions musculaires, quel renforcement? À vous Monsieur Dataoussaid. Merci. Alors, évidemment, quand on est kinésithérapeute, que ce soit en cabinet ou sur le bord d'un terrain, un jour ou l'autre, vous aurez des lésions musculaires à traiter. Je ne vais pas m'étaler sur les statistiques et le nombre et la localisation, mais en général, c'est principalement les ischio-jambiers au niveau du membre inférieur et le biceps et le grand pectoral au niveau du membre supérieur. Mais ce qui est important, quel que soit le muscle qui est concerné, c'est de faire ce qu'on peut. Vous verrez qu'il n'y a pas un consensus, c'est-à-dire qu'une déchirure n'est pas une autre et qu'un patient n'est pas un autre. Mais on va voir et au fur et à mesure de la discussion, on pourra voir ce qu'on peut faire en fonction d'un cas particulier et de ce que la littérature dit actuellement en général. D'accord. Et
je vais commencer par des notions. Il y a du bruit derrière, je ne sais pas si. Voilà, C'est merci bon, beaucoup. c'est Merci. bon, c'est réglé, c'est bon. Donc, il y a des notions théoriques de base qui peuvent peut-être vous paraître simplistes, mais je vais quand même les définir de façon à ce qu'on parle le même langage, qu'on se comprenne bien au fur et à mesure de la présentation. Alors, comme vous le savez très bien, et ce sont des choses connues, vous avez des muscles agonistes et des muscles antagonistes. Ce qui est important, ce n'est pas la simplicité du schéma, c'est de savoir que quand vous contractez un muscle, par réflexe d'inhibition au niveau de la moelle épinière, il y a un relâchement du muscle antagoniste. Ces paramètres, on va pouvoir les utiliser en rééducation, que ça soit sur la table avec le patient ou que ça soit avec un programme que vous allez donner. Donc, on parlera de muscle agoniste quand c'est lui qui fait le mouvement et l'antagoniste qui est relâché pendant le mouvement. Alors, on va aussi également, pour bien se comprendre, définir ce qu'on appelle une piste de mouvement. Si je prends l'exemple du muscle biceps, lorsque le bras est complètement en extension, la piste totale, eh bien, c'est la surface que le segment qui est distal va parcourir. Donc, dans ce cas-ci, si vous mettez votre bras tendu, eh bien, c'est la flexion totale. On appellera ça la piste totale. Ensuite, nous allons parler de la piste interne. La piste interne, si votre bras est à angle droit, eh bien, c'est de la position d'angle droit vers le raccourcissement complet. Dans ce cas-ci, c'est vers l'humérus, pardon. C'est la piste interne, c'est-à-dire que le muscle travaille en raccourcissement le plus possible. Il ne s'étend pas jusqu'à l'extension, mais il part d'une position moyenne vers une position courte. La piste moyenne est la piste externe. La piste externe, elle, c'est lorsque vous partez de l'extension complète et que vous allez vers les 90 degrés. C'est-à-dire que vous travaillez dans l'allongement, dans sa partie longue. Et la piste moyenne, c'est entre les deux. Tous ces éléments-là seront utilisés lorsqu'on fera une rééducation du muscle lésé, et ça sera en fonction de la lésion. Vous allez déjà comprendre tout de suite que quand on ne veut pas étendre le muscle, on va travailler dans la piste interne. Comme ça, nous n'allons pas le déchirer encore plus qu'il n'est, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on ira vers la piste moyenne, et puis la piste externe, et puis la piste totale. D'autres modalités de renforcement dont il faut parler avant de commencer à parler des déchirures en elles-mêmes, eh bien, la contraction isométrique, et je sais que tout ça vous savez, hein, mais je préfère qu'on en reparle, eh bien, c'est quand il n'y a pas de mouvement et que la résistance est égale à la force. Là, vous l'avez, qui est démontré sur le schéma, donc mode statique et isométrique. Le poids qui est vers le bas, donc la pesanteur, est compensé par la contraction du muscle. Donc, là, les segments ne bougent pas. Ici, dans le mode dynamique concentrique, les deux flèches montre que le poids est léger par rapport à la force déployée et donc vous allez rapprocher les fibres. C'est important dans les cas de déchirure parce que vous allez pouvoir travailler le muscle sans qu'il y ait une modification de sa longueur et au contraire, il va aller vers le raccourcissement plutôt que vers l'allongement. Dans le mode dynamique excentrique, là, le poids, donc la résistance, si vous voulez, est beaucoup plus forte que la force du muscle. Et donc, les deux flèches vont avoir tendance à freiner le mouvement et à allonger le muscle. Et puis, vous avez le mode pliométrique
qui est alors une combinaison de tout ça. Et ça se fait en dernier lieu dans la rééducation et dans la réathlétisation. Je ne vais pas m'appesantir sur les étirements, ça vous connaissez, vous avez des étirements statiques, actifs et passifs. Dans le cas des déchirures, il vaudra mieux préférer des étirements actifs plutôt que des étirements passifs, parce qu'alors le patient lui-même sait doser, si vous voulez, la quantité de force qu'il faudra appliquer pour ne pas aller jusqu'à la douleur qui peut accentuer, si vous voulez, l'écartement des fibres et renforcer la déchirure et freiner sa cicatrisation. Le patient, ça on verra dans les programmes, le patient peut faire des étirements statiques passifs. Là, vous avez par exemple un étirement du grand fessier par le patient lui-même. Et là, vous avez un autre étirement statique actif. Là, c'est le patient qui va tirer avec son muscle droit fémoral, donc le quadriceps, les ischio-jambiers. Et vous remarquerez qu'ici, il n'étire pas le muscle du mollet, sinon le pied irait vers le bas. On a également à notre disposition des techniques neuromusculaires qui vont jouer sur ces boucles réflexes. Et dans un cabinet, par exemple, avant d'envoyer le patient vers des exercices, il faut que vous vous habituez vous-même avec lui à allonger lentement et progressivement un muscle s'il faut lui donner de l'élasticité. Et là, vous avez les techniques de contracter, relâcher. Vous demandez dans un premier temps, ici, on a affaire au droit fémoral, la partie proximale. On va demander au patient de fléchir sa hanche, on résiste, et puis il relâche et on étire à nouveau pour aller progressivement millimètre par millimètre. Les temps qui sont donnés ici, de 10 à 20 secondes, bon, il y a pas mal d'études, les uns vont vers plutôt 30 secondes, d'autres vers 15. Ça n'a pas beaucoup d'importance dans un premier temps. Ce qui est important, c'est qu'il y ait suffisamment de temps pour que la contraction se fasse et que la boucle réflexe puisse s'installer et que vous puissiez donner de l'élasticité progressivement au muscle. Il y a des techniques donc neuromusculaires également où c'est du contracté-relâché. Après une inhibition, le patient peut lui-même, si vous voulez, donc d'abord contracter son muscle en concentrique. Donc il va, par exemple, dans ce cas-ci, si on veut étirer le triceps, il va contracter contre la résistance de l'élastique. Et après, il aura une contraction, il va relâcher progressivement et allonger le muscle en laissant aller la force de l'élastique plus forte que le mollet. Alors, c'est pour rendre hommage à un monsieur qui a beaucoup apporté à la pathologie du sport que j'ai pris l'exemple de Rodino, qui a fait une classification des lésions musculaires, mais qui parfois on appelle myo-aponévrotiques, parce que ça peut aussi déchirer quelques éléments de connexion entre l'aponévrose et le muscle lui-même. C'est l'échographie qui va donner le diagnostic ou bien la résonance magnétique. Mais bon, dans la classification, on peut se dire que c'est des déchirures de type musculaire et pas de tendineuse. Alors, Rodino, et ça vaut ce que ça vaut, d'autres ont proposé 4 stades, parfois 3 stades. C'est pas très important, mais ça vous donne une idée qu'il y a plusieurs types de déchirures qui vont de la simple contracture ou parfois une toute petite élongation à une rupture complète. C'est l'examen de choix, c'est l'échographie parce que ça ne coûte pas cher et c'est facilement accessible. Et en France, les kinés peuvent exécuter l'échographie eux-mêmes, pas pour faire un diagnostic, mais pour suivre l'évolution d'une pathologie. Et dans ce cas-ci, c'est un outil de choix pour pouvoir suivre l'évolution d'une déchirure musculaire, par exemple.
Mais vous verrez qu'il n'y a pas toujours une corrélation entre l'image et l'examen clinique. Ce qui restera prépondérant, c'est quand même votre examen clinique. Alors, il accorde évidemment, comme je viens de vous le dire, une attention tout à fait particulière. Et donc, le terme diagnostic, pour un peu faire l'historique, avant, c'était un terme qui était réservé au monde médical. Aujourd'hui, en Europe, le diagnostic est également fait par le spécialiste de l'appareil locomoteur. Donc, en tant que kiné, vous devez faire un diagnostic kinésithérapeutique. On l'appelle comme ça, mais c'est un diagnostic. Vous ne pouvez pas vous fier simplement parce que votre responsabilité d'intervenant dans le monde médical est importante. Donc, il faut faire un diagnostic vous-même en tant que kiné. On peut très bien confondre une phlébite, par exemple, au niveau du mollet avec une déchirure parce qu'il y a gonflement. Et si vous soignez une phlébite ou un problème vasculaire à la place d'une déchirure, vous êtes responsable de ce traitement. Alors, vous voyez, il y a des déchirures qui ont parfois une imagerie très impressionnante et qui parfois ne sont pas très importantes. Ici, je crois que vous le voyez, c'est un grand hématome qui est à la face interne de la cuisse et qui est lié à une déchirure d'adducteur chez un joueur de football, déchirure assez fréquente. Donc, il faut considérer, quand on fait le diagnostic, le nombre de fibres lésées. Donc là, on est aidé par l'échographie. Il faut aussi, et ça c'est très important pour la cicatrisation et le suivi et l'importance de la déchirure, voir si c'est simplement les fibres musculaires qui sont déchirées ou bien si le tissu de soutien, qui est un tissu conjonctif très complexe et qu'on commence seulement à découvrir grâce à des petites caméras qui sont introduites dans les tissus et qui savent voir des déconnexions par millions et qui ont beaucoup d'importance dans la cicatrisation. Et ce qui est important pour vous en tant que kiné, c'est de savoir si c'est un hématome qui est enquisté, qui reste à sa place et qui est localisé et qui peut nous poser des problèmes, ou si c'est un hématome comme celui-ci, qui est diffus. Ça, c'est moins grave. Vous voyez que l'hématome est très diffus et qu'il va progressivement aller rejoindre le creux poplité, parce que c'est là que se trouvent les ganglions lymphatiques qui vont pouvoir le résorber et tous les macrophages vont le digérer. Et ça, c'est bien parce que vous verrez que là, on peut travailler sans agressivité, mais on peut très vite résorber cet hématome, notamment par des techniques qu'on va voir par la suite. J'espère que tout va bien pour l'instant. Alors, nous avons, et c'est tout à fait didactique, ça n'est pas clinique, un stade 0 où l'atteinte, donc c'est une espèce de petite contracture, on peut appeler ça des DOMS, donc c'est des dommages musculaires, pas très graves, qui vont être guéris, comme on dit en latin, ad integrum, donc entièrement, en quelques heures ou en quelques jours, si la prise en charge est assez rapide et que le diagnostic est clair. Il n'y a pas d'accident traumatique. Le patient ne vous dira pas « j'ai senti un coup de fouet » ou bien « je dois interrompre ». Non, c'est juste une douleur qui se localise avec un petit spasme que vous pouvez parfois sentir vous-même, une petite contracture. C'est important parce que, par exemple, dans ce stade-là, vous n'allez pas mettre du froid. C'est important parce que souvent, la question des patients et même certains soigneurs au bord des terrains ont toujours un seau avec de la glace. Non, ce qui est important, c'est de savoir si vous avez, par exemple, une contracture ou une crampe, comme on l'appelle. Au contraire, là, il faut relâcher ce muscle. Pour le relâcher, il faut de la chaleur. Par contre, quand c'est une déchirure, là, c'est le contraire. Là, il va falloir mettre du froid pour ne pas laisser donc une vasodilatation trop importante avec un effet anti-inflammatoire trop important. Le stade 1, là, il y a une atteinte irréversible. Ça veut dire que ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a quelques fibres musculaires qui sont déchirées
le patient va avoir une gêne fonctionnelle, donc il ne va pas fonctionner tout à fait bien. Il va avoir tendance, par exemple, à plier son genou si c'est des ischio-jambiers, ou à ne pas développer son mollet en marchant, en posant le pied à plat. Et vous savez aussi bien sentir la contracture et l'endroit qui est plus ou moins important. La force musculaire est également diminuée par douleur et par un nombre de fibres musculaires qui ne veulent pas se contracter. Par contre, le tissu conjonctif à l'échographie, il est intact et il n'y a pas d'hématome. Donc la guérison là se fait en quelques jours, une petite semaine, et vous allez pouvoir intervenir. On verra comment. Là, on sent l'endroit où, par exemple, la contracture se fait. Donc, en résumé, le stade 0 et le stade 1 sont progressifs et il n'y a pas le sportif qui tombe par terre parce qu'il y a une rupture d'un nombre important de fibres musculaires. Donc, le stade 2, c'est une atteinte irréversible d'un nombre limité de fibres et atteinte modérée du tissu conjonctif, modérée, mais il n'y a pas une désorganisation. C'est-à-dire que les fibres collagènes, pas les fibres musculaires, mais les fibres collagènes restent orientées et ne sont pas dispersées elles-mêmes, ne sont pas désorganisées. C'est important parce que c'est l'organisation de ces fibres qui nous indique qu'il y a une cicatrisation. Il n'y a pas d'hématome musculaire. Par contre, la douleur est décrite au cours d'un geste sportif. Si c'est à la course à pied, par exemple, ben, le coureur va boitiller et va pas spécialement tomber net, mais va boitiller et s'arrêter progressivement. C'est pour ça que c'est important pour le kiné de terrain d'observer tout le déroulement d'une scène de course ou bien d'un match et d'être attentif parce qu'il peut déjà se faire une idée du diagnostic en fonction de la manière dont l'accident va se produire. Et alors, le retentissement fonctionnel, donc la manière dont ça va évoluer, va varier en fonction du muscle touché. Il y a des muscles qui guérissent vite et bien, et d'autres un peu moins. C'est juste une question de vascularisation, comme pour les consolidations osseuses. Si vous avez l'exemple du scaphoïde, par exemple, quand il est cassé à un endroit, eh bien, il y aura une nécrose parce qu'il n'y a plus de sang qui arrive. Et donc, c'est la même chose au niveau des muscles. C'est pour ça que c'est important pour certains muscles d'amener, de drainer et d'amener un maximum de sang à l'endroit qui est lésé. Là, la cicatrisation est assez rapide, ce qui ne nous empêche pas déjà de faire des choses, notamment en isométrique par exemple, et en restant dans des pistes internes. Et la cicatrisation se fait entre 10 et 15 jours. Et la reprise du sport, et ça n'empêche pas non plus que le sportif puisse faire de l'activité physique sans solliciter le muscle en piste externe par exemple et en excentrique. Il y a également une aide qu'on peut apporter dans un premier temps, mais ça on verra avec les contentions, le taping, pour limiter, si on veut, l'activité du muscle ou de l'articulation su- et sous-jacente à ce muscle. La guérison est évidemment lente et elle évolue pendant plusieurs semaines. Et c'est chaque semaine, c'est votre examen clinique et la manière dont vous allez travailler progressivement en vous éloignant de la zone déchirée et le nombre de fibres atteintes, le volume de l'hématome qu'on ponctionne parfois. C'est important, si l'hématome reste enquisté et qu'il ne diffuse pas, ça c'est pas bon signe. Maintenant, disons que la tendance générale, c'est de ponctionner sous échographie. Le médecin du sport fait ça sous le contrôle d'un échographiste. Et puis on comprime, on demande alors au kiné d'être présent et il comprime par un strapping la zone pour que l'hématome, on met des poches de glace au-dessus pour que l'hématome ne
se diffuse pas plus. Alors, le stade 3, c'est aussi une atteinte irréversible de nombre de fibres musculaires avec un tissu conjonctif de soutien qui est, lui, déchiré. Et comme ça a été très loin, c'est un peu comme si vous preniez donc un essuie ou un tissu et que vous le déchirez dans tous les sens. Ce n'est pas comme si vous veniez mettre juste un petit coup de ciseau au milieu d'une bande de tissu. Et donc, il va falloir du temps et il faut aider justement ce tissu à cicatriser dans des axes mécaniques corrects pour qu'il puisse cicatriser dans les axes mécaniques qui vont être utiles plus tard. Je donne toujours l'exemple, c'est une métaphore, hein, c'est une image. On voit beaucoup ça dans les films de science-fiction. Si vous êtes du côté d'une berge, d'une rivière ou d'un canal et que vous devez traverser et qu'il n'y a pas de pont, eh bien, chaque fois que vous voulez mettre votre pied pour traverser dans l'eau, vous allez créer vous-même, donc le corps humain va créer une branche ou une planche ou un élément pour poser votre pied. Et c'est parce que vous allez amener le pied que vous allez former le pont. Et au fur et à mesure, vous êtes comme ça, en train de marcher, et c'est vous, par le pas, par l'action mécanique, qui créez le pont. Et tous les ponts, ce qu'on appelle des cross-links entre les tissus de collagène, sont créés grâce à la sollicitation mécanique. Donc ici, au stade 3, il y a la formation d'un hématome intramusculaire qui est localisé, qui ne diffuse pas, donc il faut le ponctionner. Vous avez une douleur très aiguë parce que vous avez déchiré également des fibres nerveuses. Donc quand il y a une rupture comme ça d'une structure, vous avez tous les éléments qui sont inclus dans la structure. C'est pour ça que c'est important d'avoir une rééducation correcte pour que vous ayez une proprioception correcte. Et le tissu nerveux doit aussi être remplacé puisqu'il a été rompu et qui va commencer à se régénérer dans les jours qui suivent. Et là, évidemment, dans des déchirures comme ça, c'est impossible pour le sportif de continuer son activité sportive. Il va falloir trouver des astuces en fonction des sports qu'il fait pour continuer une activité, surtout pour sa VO2 max. Pour les sportifs, ce qui est important, c'est que la capacité d'oxygénation du corps, donc sa capacité vitale, sa VO2 max, enfin tous les paramètres respiratoires soient conservés. Et donc parfois, le vélo, il pourra faire du vélo ou de l'aquajogging dans l'eau sans douleur et il maintiendra, si vous voulez, sa condition physique, pas parfaite, mais au moins à 60-70%, de façon à ce que quand il reprend son activité physique, il n'a pas tout perdu. Et c'est vous hein, qui devez être imaginatif et trouver des solutions physiquement supportables pour qu'il puisse continuer et que le temps d'interruption de son activité sportive, ce sont parfois des joueurs qui coûtent des millions. Vous les connaissez tous, hein, ces joueurs de football notamment ou de tennis. Eh bien, chacun a son staff médical. Le Barça, donc l'équipe du Barça, a une trentaine de kinés qui s'occupent de tous les joueurs. Donc, ces gens sont soignés en permanence, tout le temps, les préparateurs physiques, etc., parce que vous avez un capital d'argent très important. Et j'imagine que c'est la même chose en Algérie. Alors là, la guérison est très lente et c'est beaucoup de semaines, donc ça se compte en mois. Il faut prévenir certains sportifs parce que s'il n'y a pas un arrêt, la cicatrisation est fibreuse et de toute façon avec une impotence qui restera, avec une fragilité qui restera pendant des années. Le stade 4, là, c'est la totale, c'est la rupture qui est assez importante, qui est soit partielle, soit totale du muscle avec
le tissu conjonctif et parfois même l'aponévrose et même parfois la partie tendineuse d'insertion. La formation d'un hématome est énorme et compressif. Ici, vous avez une cuisse avec un diamètre beaucoup plus important et donc il va falloir agir très régulièrement pour que cet hématome s'en va, pour que la cicatrisation puisse se faire. Et ce qui est compliqué ici, par exemple, c'est qu'on ne sait pas le ponctionner. Donc, il va falloir que vous agissiez par toutes les techniques à votre disposition pour qu'il soit diffusé et qu'il s'en aille le plus rapidement possible. Et d'où l'importance, évidemment, en fonction de la localisation de l'hématome, de savoir quelle est la position déclive du retour de la pesanteur, du retour veineux, ou d'aller vers des ganglions. À vous, en fonction du muscle, de dire au patient, vous devez mettre par exemple, votre jambe surélevée. Mais si c'est un bras et un biceps, etc., c'est une autre position. Donc, à vous de dire au patient dans quelle position, en tout cas dans les premiers jours, il doit, et surtout s'il dort pendant les 8 ou 9 heures de sommeil, il faut le mettre dans une position de retour pour que cet hématome soit résorbé. Alors ici, par exemple, vous avez une rupture d'un chef du biceps, et ça, c'est définitif. Certains chirurgiens rattachent, si vous voulez, mais de moins en moins, les interventions de type chirurgical au niveau musculaire ne sont pas très utilisées ici en Belgique notamment, parce que paradoxalement, par exemple, ce muscle-là ne va pas perdre tellement, comme il y a justement ce tissu de soutien collagène, un peu comme dans certaines greffes. Quand je vais citer l'exemple du ligament croisé quand il est déchiré, donc une des interventions, c'est de prendre les deux tendons de la patte doigt DIDT, le droit interne et le demi-tendineux. Eh bien, quand on prend ces deux tendons, donc on les enlève, eh bien, la force des ischio-jambiers, elle perd pas 90, 15%, parce qu'il y a tout ce tissu collagène qui continue à tirer dans tous les sens. Donc, c'est impressionnant, mais la perte de force n'est pas proportionnelle à ce qu'on voit. Alors, comment évolue au niveau anatomopathologique une lésion sportive? Et vous avez donc une certaine, c'est pas à garder par cœur, mais enfin quand même pour connaître les éléments physiologiques qui sont sous-jacents. Vous avez d'abord donc à la lésion primaire une phase nécrotique, donc il y a du sang qui est sorti de l'endroit où il est habituellement, et cette phase-là prend quelques heures. C'est pendant ces phases que c'est important d'intervenir. Pourquoi? Parce qu'il faut une phase anti-inflammatoire, parce qu'il y a une phase inflammatoire. Vous devez, vous, amener des éléments anti-inflammatoires pour que ça ne se diffuse pas trop, et le froid, notamment par une vasoconstriction, est important. Cette phase de cicatrisation, cette phase inflammatoire est utile. C'est pas comme les anti-inflammatoires médicaments qu'on va donner. D'ailleurs, il ne faut pas en donner. Pendant ces premiers jours, si le patient a mal, il faut lui donner des antidouleurs, mais pas d'anti-inflammatoires, parce que les anti-inflammatoires que vous venez rajouter diluent le sang et continuent à favoriser donc la diffusion de l'hématome. Et donc ici, les médecins du sport ne donnent pas d'anti-inflammatoires pour les déchirures. Ensuite vient à partir du 2e jour jusqu'au 10e jour, en moyenne, tout ça, une cicatrisation fibreuse. Toutes les fibres déchirées sont en train de régénérer, et puis les myoblastes, donc les cellules musculaires, viennent s'activer très fort pour cicatriser la musculature qui est déchirée. Et enfin, on peut se dire que dans une grande déchirure, ça peut aller
pendant 3 semaines à 4, 5, 6 semaines en fonction, comme je vous ai dit, de l'importance de la déchirure. Alors, tout ça, c'est bien, mais qu'est-ce que ça va vous apporter à vous en tant que kiné et quelles sont les conséquences thérapeutiques que vous pouvez déduire de tous ces aspects anatomiques, biochimiques, physiologiques, etc. Vous savez que ce stade inflammatoire, donc le début de la déchirure, il faut mettre le muscle à un repos relatif, mais de façon à favoriser la résorption de l'hématome. Comment le mettre au repos? Eh bien, en disant, par exemple, au patient, prenez 2 béquilles, si c'est le membre inférieur, et qu'il pose son pied à terre, sans douleur, et quand il est assis, eh bien, il doit surélever. Et vous devez, pendant votre traitement, faire utiliser un ensemble de techniques dont on parlera plus loin, pour aider la résorption de l'hématome. Mais déjà, il faut utiliser la pesanteur, les éléments physiques qui nous relient au sol pour essayer, comme pendant la nuit par exemple, de surélever le lit, le bas du lit, par 2 bouquins ou des choses de ce style-là. Trouver des astuces pour que ça soit en déclive, toujours en fonction du membre et du muscle. On parle maintenant principalement du membre inférieur, mais pensez au membre supérieur aussi quand c'est important pour un joueur de tennis ou un athlète qui doit lancer le javelot ou d'autres structures. Donc, il faut respecter cette phase inflammatoire initiale tout en l'aidant. Donc, pas donner d'anti-inflammatoire ou d'empêcher cette phase, elle est utile. Le corps réagit avant que la médecine ou la kiné n'existe, le corps humain s'adapte. Alors, quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre? Vous connaissez tous, il peut porter d'autres noms, mais le protocole RICE qui reste quand même quelque chose où on va, si vous voulez rester relativement au repos, mais c'est un repos relatif. La glace, mais c'est pas la glace en elle-même, mais c'est le froid. La compression et l'élévation plus haut que la pesanteur, quel que soit le membre lésé. Vous pouvez travailler dans certaines amplitudes qui font pas mal avec le patient. Donc, il contracte, mais vous l'aidez. Et comme on a très bien dit, en fonction de l'endroit où le muscle est déchiré, si on reprend notre exemple du biceps et qu'il y a une petite déchirure distale, vous l'amenez en piste interne et en piste interne, il n'aura pas mal. Ça sera juste en piste externe et en excentrique qu'il aura mal. Et vous pouvez travailler d'une façon d'abord aidée et puis lui-même. D'où l'intérêt de comprendre cette notion de piste et de concentrique, excentrique et de l'importance de la charge que vous allez mettre. Il faut aider par une physiothérapie antalgique qui relâche le muscle. On parlera ensuite du Compex, par exemple, pour citer une marque d'un appareil qui a dans son programme, et qui sont des programmes validés, différents types de modalités qui vont aider le muscle à se relâcher pour ne pas être en tension, par exemple. Comme je vous ai dit, quand c'est une déchirure, pas de chaleur. Quand c'est une contracture ou une petite crampe, comme certains peuvent avoir, par exemple, s'ils ne sont pas bien hydratés ou pas bien entraînés, eh bien, ils auront une crampe, il suffit d'aller étirer et dans votre cabinet, vous mettez plutôt de la chaleur plutôt que du froid. Attention à cette petite nuance. Donc, si ce n'est pas clair dans les questions, réponses, je peux encore insister là-dessus. Alors, comme on avait bien dit, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est complètement illogique puisque le corps humain fait lui-même sa réaction anti-inflammatoire. Et surtout, pas de massage parce que vous allez créer vous-même un mélange, là, comme si vous allez mélanger des cellules d'une manière anarchique. Donc, même pas d'effleurage. Vous verrez qu'on peut mettre des pommades comme de l'iridoïde, par exemple, qui est une crème qui va résorber
l'hématome, eh bien, vous mettez d'abord une compresse de froid pendant 15 minutes, pas plus que 20 minutes, parce que les études ont constaté qu'après 20 minutes, on a un effet inverse, on a plutôt une vasodilatation, tandis que pendant les 15 minutes, vous avez une vasoconstriction. Quand vous enlevez la glace, vous attendez 1 minute ou 2 et vous avez une réaction de vasodilatation réflexe, un peu comme quand vous rentrez du froid dans une pièce qui est chaude, vous allez avoir une sensation de chaleur. C'est à ce moment-là qu'il faut mettre des crèmes. Demandez aux pharmaciens avec qui vous travaillez des crèmes qui vont casser les cellules qui sont dans cet hématome. Donc ici, en Belgique, on utilise de l'iridoïde. Les infirmières utilisent ça beaucoup. Et c'est pas un anti-inflammatoire, c'est vraiment un élément qui va casser les associations entre les cellules et qui va favoriser la résorption de l'hématome. Alors, dans le stade inflammatoire, les principes et les objectifs, comme on a dit, c'est de mettre le muscle au repos relatif, de favoriser l'hématome et de respecter cette phase inflammatoire initiale. On l'a déjà dit, et dans le stade de réparation alors musculaire, il faut alors favoriser la restructuration musculaire en donnant des petites sollicitations mécaniques, comme on a dit, donc en piste interne et en raccourcissement pour un muscle qui a été allongé anormalement. Mais vous avez aussi, dans certains cas, des déchirures presque par contraction trop violente. C'est rare, mais ça arrive. La déchirure se produit un peu comme si en même temps, le patient contracte le muscle et reçoit un coup. Eh bien là, il va falloir travailler un petit peu en allongement, mais ces sollicitations seront alors dans un esprit de piste externe et en excentrique. Et le fait de bouger, eh bien, ça aide à orienter les fibres de collagène, comme on a dit, dans le bon sens, rien que parce quand on fait des coupes histologiques chez l'animal, parce qu'on blesse pour analyser ce qui se passe dans des déchirures d'une manière expérimentale, eh bien, on remarque que l'animal, en l'occurrence ici, qui a fait de l'activité pendant sa phase de récupération, quand on analyse les coupes histologiques, on voit qu'il a bien orienté ses fibres collagène, tandis que l'autre qu'on a laissé immobile et qui n'a pas eu l'occasion de marcher sur ces petits rouleaux là que vous voyez dans les cages, eh bien lui, il a un muscle qui n'est pas fonctionnel et au niveau microscopique, on voit très bien que c'est tout à fait anarchique. Et ces cross-links, donc ces liens, ne sont pas orientés et les nerfs sont prisonniers. C'est pour ça que ça fait mal encore chez certains qui ont une cicatrisation fibreuse. Les nerfs sont prisonniers d'un tissu anarchique. Tout est mélangé. Il n'y a pas d'organisation correcte. Alors, comment aider par les sollicitations, pour améliorer les sollicitations mécaniques et les stimulations neurologiques? Eh bien, par des petits étirements dans la longueur qui est permise et soit proximale, soit distale en fonction de l'endroit où le muscle est déchiré. On a cette électrostimulation qui est à notre disposition et par des contractions isométriques dans un premier temps. Après ça, on a un stade de remodelage musculaire et là, les principes et les objectifs, c'est de récupérer la force et l'endurance musculaire. D'abord, l'endurance musculaire, toujours dans les pistes où le muscle ne souffre pas, et d'aller d'abord en isométrique vers le concentrique et puis d'aller progressivement vers l'excentrique et la piste externe. Mélanger les deux aspects
et d'aller progressivement et d'augmenter la charge en même temps qu'on augmente l'endurance. L'électrostimulation va aider beaucoup parce qu'il suffit de mettre les électrodes et le muscle va travailler tout seul. Et donc, au niveau neurologique et neurophysiologique, la cicatrisation se fait dans le bon sens. Et vous accompagnez cette électrostimulation, ça c'est important, parce qu'alors c'est amélioré, tout ça est étudié et validé scientifiquement. À partir, pendant l'électrostimulation, vous demandez au patient de contracter son muscle en même temps. Et on va doucement vers le concentrique en éloignant l'insertion et l'origine, et on va progressivement aller vers l'excentrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut également déduire en conclusion? C'est que si vous laissez une déchirure évoluer progressivement et lentement avec un patient qui n'est pas aidé et qu'il ne bouge pas, ça sera néfaste. Ça sera une cicatrisation en raccourcissement et au plus ça dure, au plus ça se fibrose. Donc, au lieu d'avoir du steak, donc du muscle, vous aurez, comme quand vous allez chez le boucher acheter de la viande, vous aurez beaucoup de fibres, des aponévroses. Donc, ça ne sera pas bon, ni pour le muscle, ni pour manger d'ailleurs. Voilà. Une mobilisation trop précoce doit se faire, mais sous contrôle. Dans votre cabinet, vous pouvez mobiliser jusqu'au seuil de la douleur et de l'élongation, parce que dès que vous allongez les fibres qui ont été rupturées, les nerfs qui ont été déchirés ne vous laissent pas faire. Et donc, il faut arrêter là, mais ça ne vous empêche pas de travailler dans la piste qui correspond à la non-douleur et de mobiliser passivement. Au stade initial, donc tout au début, le traitement d'urgence, lui, c'est de limiter au maximum les dégâts. Donc, d'agir pour qu'on récupère vite et pour que ça ne s'aggrave pas, pour que le patient ne fasse pas n'importe quoi, pour qu'on guérisse assez vite. Donc, on va limiter le volume de l'hématome. Donc, comme on a dit, dans un premier temps, vous faites d'abord le glaçage, vous mettez l'articulation au repos, pas le corps, mais l'articulation au repos par un strapping ou quelque chose de ce style-là. Vous pouvez mettre en décharge, si c'est par exemple un mollet, eh bien l'appui est partiel en fonction de la douleur. Et vous pouvez mettre alors un strapping ou quelque chose comme ça, directement avec une bande élastique que vous pouvez enlever, mettre la glace, la réenlever. Vous pouvez faire ça plusieurs fois par jour et de dire au patient d'accepter quelques jours de repos relatif. Mais il faut absolument que l'hématome soit extramusculaire, c'est ça la position d'équilibre, par exemple pendant la nuit ou pendant la journée, surélevé, et bouger par exemple les pieds pour activer quand même le système circulatoire. Donc, c'est pas ne plus bouger, c'est ne pas solliciter la zone lésée. Mais par exemple, pour des muscles du mollet, du quadriceps, des ischios, surélever, et je dis par exemple aux patients de faire les chiffres arabes avec leurs pieds ou de faire les lettres de l'alphabet, etc. Tant que ça circule, c'est bien parce que vous apportez un sang avec des nutriments et des éléments qui vont aider à cicatriser et le retour veineux est amélioré parce que c'est un circuit fermé. Il faut absolument sauver un maximum de fibres musculaires en réduisant leur métabolisme par le froid. C'est ça l'intérêt de faire la vasoconstriction tout de suite. On lutte alors contre l'œdème par élévation et l'hématome intramusculaire par soit la ponction, soit la compression non douloureuse par un strapping ou par une bande velcro, ce que vous avez à votre disposition. Donc au stade précoce, pendant les 2-3 premiers jours, vous faites juste du passif, mais à partir du 4e et du 10e jour, vous avez respecté l'inflammation qui assure donc la cicatrisation, donc pas d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Celui qui vous dira le contraire, eh bien, il faut lui dire d'aller lire la littérature.
d'évacuer l'hématome intramusculaire, favoriser la régénération des fibres musculaires en évitant une immobilisation complète, donc passivement bouger, autoriser quelques mouvements actifs de faible amplitude, donc de rester dans cette piste interne et indolore, et quand il y a des contractions isométriques dans cette piste avec une faible intensité qui ne font pas mal, au plus, bon, il ne faut pas exagérer, mais au plus il en fera, au mieux ce sera. Et donc, la réaction fibreuse, s'il n'y a pas un repos relatif au début et une mise en décharge, vous continuez à étirer les structures. Et donc, ça, c'est pas bon parce qu'alors, on crée nous-mêmes, en voulant guérir vite, on crée nous-mêmes une cicatrisation fibreuse. Après, évidemment, on passe à des choses un peu plus importantes comme orienter la cicatrisation par une tension progressive dans la zone cicatricielle. Là, c'est par des étirements et par de l'excentrique en piste externe. Et c'est à vous de trouver les exercices en fonction du muscle. Donc, c'est important de savoir quand un muscle se contracte, quelle est la piste dans laquelle il est raccourci et dans laquelle c'est pas si facile parce que, par exemple, pour des ischio-jambiers, vous devez expliquer aux patients ce qu'est une piste interne, une piste externe et ce qu'est un concentrique et un excentrique. Et je vous assure que quand je donne cours au BA3 et que je donne des workshops comme ça, je leur dis, voilà, faites vous-même l'exercice de dire, je prends par exemple le biceps fémoral et je dois le faire travailler en piste externe et en excentrique. Avec la pesanteur, avec un élastique ou avec une machine dans une salle de fitness. Voilà, ça, ce sont des exemples d'exercices qu'il faut avoir en tête pour pouvoir l'expliquer au patient, puisqu'il pourra le faire lui-même quand vous l'aurez fait avec lui. Il faut traiter la cicatrisation fibreuse. Là, on a des techniques comme le crochetage ou bien les ultrasons. Pour certaines cicatrices, c'est utile, pour d'autres pathologies, c'est pas utile. Il y a des étirements passifs, des massages transversales profonds si la cicatrisation ou la déchirure se fait à une zone musculo-tendineuse. Et alors, on entend par physiothérapie certains éléments qu'on utilise qui sont plus ou moins validés en fonction de l'indication. Et ça, on verra par la suite. Enfin, il faut redonner progressivement au muscle atteint toutes les qualités de force. Donc là, on a des éléments pour mesurer la force, des éléments de souplesse. Ça, on a également des éléments pour mesurer comme des goniomètres, etc. Et les éléments de coordination par une évaluation d'exercice proprioceptif pour voir s'il a bien récupéré, si ce patient a bien récupéré toutes ses qualités. Alors, vous voyez par exemple ici, pour expliquer au patient un exercice excentrique, je vais juste prendre l'exemple des ischio-jambiers dans leur mouvement de flexion du genou. Donc, je ne parle pas d'un muscle particulier parce que vous pouvez encore, pour le biceps, rajouter la rotation externe du tibia et pour le hauband interne, donc le sartorius et les muscles de la patte doigt, une rotation interne du tibia. Donc, prenons juste la flexion. Eh bien, vous allez lui demander de tirer le pied vers lui, mais de vous laisser gagner. Et pendant ce temps, vous allez vers la table. Donc, vous allez vers le bas de la jambe. Donc, c'est pas lui qui étend sa jambe, lui il tire le talon, vers la fesse. Il résiste, mais il vous laisse gagner. Et donc, vous allongez progressivement. Ça, c'est de l'excentrique en piste externe. Si vous voulez rajouter alors la rotation du tibia, c'est beaucoup plus compliqué, mais vous pouvez en aidant. Alors, il faudra, mais bon, c'est trop spécifique. Essayez de trouver par vous-même. Sinon, je vous enverrai un jour une vidéo expliquant ça.
Si vous expliquez bien ça, le patient peut le faire alors avec des élastiques lui-même. Et c'est important pour certains. Donc, bien lui expliquer qu'il comprenne ce qu'est un excentrique en piste externe et ensuite il le fera lui-même. Donc, en conclusion, une mobilisation précoce va favoriser une récupération fonctionnelle, mais au début, c'est pas mal qu'il y ait un repos relatif et que c'est vous qui travaillez en cabinet avec tous les éléments. Alors, l'objectif thérapeutique, en conclusion, c'est évidemment d'améliorer les performances et par une préparation physique adaptée, de minimiser les risques de récidive. Hein? S'il fait une première déchirure à un endroit donné, il va falloir faire attention à ce qu'il ne recommence pas. Parce que ça n'est pas par hasard qu'une déchirure arrive à un endroit. Si vous regardez les athlètes d'athlétisme qui font des courses, vous vous rendez compte que ça fait des années qu'ils courent toujours dans le même sens, avec un bassin qui est en torsion, mais ça, ce sont des notions de thérapie manuelle. Et donc, vous avez des muscles qui travaillent d'une certaine façon, et il suffit qu'un beau matin, ils arrivent à un stade de rupture. Donc, il va falloir diminuer ces risques en faisant des exercices de compensation chez les athlètes déjà depuis leur plus jeune âge, et en traitant les facteurs de risque qui sont parfois modifiables. Et il faut voir, il y a des gens, le facteur psychosocial est important parce qu'il y a des sportifs qui sont pas très attentifs à ces aspects-là, donc il faut qu'ils comprennent qu'il y a des échauffements à faire, qu'il faut parfois avoir une hygiène alimentaire, qu'il faut bien s'hydrater, qu'il faut respecter évidemment tout ce que le staff médical, quand il y en a un, et quand il n'y en a pas, même si c'est un sportif, comme nous on dit du dimanche, à vous de lui expliquer qu'il doit boire 1 litre ou 2 par jour, qu'il doit prendre des éléments complémentaires s'il transpire beaucoup, hein, des oligo-éléments, et là il y a des produits qui existent, etc., pour aider, et d'une manière générale, empêcher que ça ne revienne. Mais c'est important, comme kinésithérapeute, vous, d'examiner la biomécanique du patient. Est-ce qu'il a une jambe plus courte? Est-ce qu'il a un bassin en torsion avec un iliaque antérieur? Est-ce qu'il y a des éléments biomécaniques qui seraient responsables? La plupart des sportifs qui font une déchirure ont un problème à l'origine. Vous connaissez la maladie des adducteurs chez les footballeurs. Eh bien, les équipes qui s'occupent de leurs jeunes sportifs depuis le début, depuis qu'ils sont minimes ou cadets, enfin, qui sont dans les clubs d'âge depuis le début, feront moins de problèmes et auront une carrière sans blessure. Ici, l'équipe de hockey, par exemple, nationale, a été sélectionnée comme ça. On prend les sportifs et en fonction de paramètres de ce style-là, et on en fait une équipe qui arrive à être championne du monde. Alors, quelles sont les évidences actuelles pour ceux qui aiment bien les évidences scientifiques et pas juste… mais c'est important d'avoir des évidences scientifiques, des études. C'est important d'écouter le patient qui va vous dire ça m'a fait mal ou ça m'a fait du bien. C'est important que votre expérience joue aussi. Donc, ce sont les evidence medicine practice. Il y a les evidence-based medicine. Ça, ce sont des paramètres objectifs mesurés. Et puis, il y a nous, qui sommes des gens de terrain, notre expérience et ce que le patient vit. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que tout ce que je vous ai raconté, ce sont des éléments qui sont de l'ordre de l'expérience, mais il n'y a pas de consensus. On n'est pas d'accord pour dire c'est comme ça. Le jour 1, le jour 3, le jour 7, le jour 8. Une déchirure n'est pas l'autre, un athlète n'est pas l'autre, etc. C'est un peu votre expérience, mais d'avoir les éléments de principes généraux, et puis vous allez vous faire vous-même en fonction de votre expérience. On est tous d'accord, Bayer l'a défini, pour dire que la prise en charge la plus précoce possible est le meilleur des traitements, tout de suite. Et qu'il faut s'occuper d'un individu avec ses spécificités. Comme je vous ai dit, il faut voir pourquoi et comment est-ce qu'il a fait cette déchirure, et ça ne reviendra plus s'il est traité
en fonction de paramètres qui ont favorisé les axes mécaniques qui ont amené à ce que ce muscle se déchire. C'est vrai pour les autres pathologies, hein, on ne fait pas une lombalgie par hasard, on ne fait pas un problème d'arthrose par hasard, il y a des éléments favorisants. Alors, les exercices à privilégier comme kiné, vous devez privilégier des exercices de renforcement excentrique une fois que le muscle accepte d'aller jusqu'à la piste totale, donc de travailler dans la piste la plus éloignée et tout en, pas d'un seul coup, hein, vous allez vers cette piste externe et de travailler en excentrique. Je contracte et puis c'est le poids, c'est le kiné qui est plus fort que moi. Donc je freine le mouvement. Je suis le patient, je fais le mouvement et puis, par exemple, si vous prenez le biceps, j'amène le biceps vers moi. Le patient, lui, il l'amène vers l'extension et je résiste. Ça, c'est de l'excentrique. Et vous le faites pour tous les muscles. Il faut avoir des exercices de flexibilité, donc d'assouplissement, etc. Et pour le membre inférieur, la course est un bon moyen de récupérer la fonctionnalité. Excusez-moi, hein, comme j'ai donné cours toute la journée depuis 6 heures du matin, je suis un petit peu fatigué. Donc j'espère que je ne bafouille pas trop. Voilà. Alors, les évidences actuelles, comme je vous ai dit, ce sont celles qui sont privilégiées. Là, vous pouvez les retenir. Et il y a des traitements qu'on essaye d'utiliser pour améliorer les cicatrisations, etc. Ici, pour le moment, on a parlé beaucoup de PRP, mais il n'y a pas jusqu'à aujourd'hui d'évidence flagrante. Donc, on injecte ce plasma sanguin du patient avec des plaquettes, mais ça n'a pas l'air bon. Certains praticiens disent que ça va mieux, les patients, certains disent que ça va mieux, mais ça n'est pas meilleur qu'une rééducation classique, ou bien si on fait une injection, on croit que c'est plutôt placebo, donc il n'y a pas, ça n'est pas mieux qu'une injection saline, donc il ne fait rien, et ça n'est pas mieux qu'une rééducation classique. Donc quand on compare les injections de PRP, et ça, ça c'est une étude qui a été faite et qui a été en 2014, confirmée en 2015 et confirmée en 2017 et encore en 2019. Mais il y a beaucoup de chirurgiens ici, de médecins du sport qui le font malgré tout en injectant ces plasmas pour espérer que les cellules riches en facteurs de croissance amènent une régénération précoce. Alors, assez rapidement, je vous donne un exemple de déchirure au niveau des ischio-jambiers. Il faut vous imaginer qu'un muscle qui est polyarticulaire doit être traité en fonction de ses insertions. Et donc, des ischio-jambiers, par exemple, comme l'exemple que je prends ici, il y a la hanche et le genou. Pas oublier de solliciter dans les exercices en excentrique la hanche et le genou. Donc, en augmentant la force en excentrique des muscles fléchisseurs du genou, donc les ischio-jambiers, et en augmentant la longueur des fascicules des muscles comme le biceps fémoral pour qu'il soit assez souple que pour permettre l'extension. Tout ça a été analysé par électromyographie et donc au niveau du genou, on va travailler le semi-tendineux et le biceps fémoral principalement. Et au niveau de donc revoyez l'action du muscle, comme ça quand vous donnez les exercices, ce sont en fonction de ces actions et donc vous travaillez au contraire de l'action, en éloignement. Et au niveau de la hanche et le biceps fémoral et le semi-membraneux. Voilà, ici un exemple, le patient est fixé, donc c'est sa jambe gauche, et le fait qu'il va pencher son tronc, eh bien, il va faire de l'excentrique avec ses ischio-jambiers et avec sa flexion de hanche. Il va freiner, donc le tronc est plus lourd, descend vers la pesanteur, et il va freiner le mouvement en descendant doucement. Voilà, ça c'est un exemple d'exercice qu'il fera en salle après avoir compris. Un autre moyen, eh bien, ça vous connaissez, en fixant les talons
et il va descendre et vous avez un excentrique des ischio-jambiers. Et au plus il ira loin, au plus il ira en piste externe, en allongement. Encore un exercice en fixant la jambe et on peut alors augmenter la charge si on veut au fur et à mesure. C'est pas la première séance, évidemment, ceci. Alors, il faut évidemment faire de l'isométrique avant de faire cet excentrique pour développer l'unité et la résistance à la fatigue, et puis surmonter cette inhibition musculaire sélective où le muscle n'avait pas envie de trop travailler. Là, c'est un travail plutôt pour le préparateur physique, mais bon, il faut le savoir qu'après, il y a tout le contrôle neuromusculaire de la région lombo-pelvienne dans ce cas-ci. Il faut s'occuper du bassin, même si ce sont les ischio-jambiers, il faut s'occuper du gainage, d'un ensemble, parce que tout ça se tient évidemment. S'il a un tronc qui est faible, ben, les ischios seront moins performants. Donc, pour diminuer la récidive, il faut inclure un programme global. Alors, rapidement, en imagerie, ben, vous avez les techniques adjuvantes. Ben, c'est le crochetage, notamment pour décoller les adhérences et restaurer la mobilité au niveau des fibres. Vous avez ici la thermothérapie, hein, qui en fonction, ben là c'est compresse, infrarouge, tout ce qui est chaleur. Dites-vous bien que j'ai bien insisté, que c'est pour un muscle qui est contracté, un peu fatigué, mais s'il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de lésion anatomique. Bon, il y a différents types de chaleur, ça je passe, avec chacune leur modalité en fonction. Ça, c'est important pour ceux qui travaillent à l'hôpital, dans des services où on soigne d'autres types de pathologies rhumatismales et compagnie. Et il y a ces ultrasons juste pour nous, parce que ce sont des vibrations mécaniques à très haute fréquence. C'est comme ça que le dentiste enlève le tartre. Eh bien, vous allez, quand vous avez une cicatrisation fibreuse, vous pouvez utiliser les ultrasons localement et en continu. Vous verrez qu'il y a des études qui disent que ça ne sert à rien, mais parce que c'est utilisé pour beaucoup de choses. Moi, selon mon expérience, ça marche bien en local et en continu. Voilà. La cryothérapie, ben, on en a parlé. Vous avez plusieurs modalités. Ben, les cold packs, la glace que vous pouvez masser vous-même, comme le MTP en friction, ou alors vous avez de l'eau en continu froide qui passe au niveau d'une articulation. C'est le traitement de choix en traumato du sport. On baisse très vite la température de la peau, mais évidemment, c'est plus lent au niveau des tissus profonds. C'est pour ça que dans certains cas, on laisse lentement pendant 1 heure ou 2 certaines compresses froides. Donc, comme on a dit, le rôle, c'est d'abord une vasoconstriction. Les vaisseaux se ferment parce que c'est froid. Et on va utiliser cette vasodilatation réflexe après les 15 minutes pour introduire soit des analgésiques, soit un analgésique naturel lui-même, parce qu'il y a des encéphalines, etc., qui arrivent, et une relaxation musculaire post-froid. La cryothérapie gazeuse, tout ça, je passe assez rapidement. Ça intéresse beaucoup plus ceux qui travaillent uniquement dans des centres qui peuvent se payer ce genre d'appareillage, mais ça donne un effet analgésique, donc ça coupe la douleur. Il y a un effet anti-inflammatoire, vasomoteur qui suit, et un relâchement. Donc, il y a des études qui attestent de tout ça. C'est très bien si on peut se payer ces appareillages. Ben, c'est l'indication, c'est toutes les lésions sportives aiguës, quand ça arrive, quand c'est fatigué de surcharge, des séquelles de traumatisme, et la suite d'interventions chirurgicales quand il y a du gonflement. Et c'est pas mauvais pour la récupération après l'effort, dans le vestiaire, avant la douche. Attention qu'il y a des contre-indications, mais ça on connaît bien, s'il y a des lésions cutanées ou des troubles de la circulation, des maladies de la peau, etc., ou des blessures. Hein. Alors ça, c'est notre ami, un de nos amis qui pourra peut-être un jour vous donner aussi une conférence, Jacques Quinet, que certains d'entre vous connaissent parce que il est venu avec moi la première fois et puis il continue à venir en Algérie donner des formations. C'est un monsieur plein d'expérience et qui a travaillé avec un club de football en Arabie Saoudite
Et il avait évidemment des moyens exceptionnels pour les sportifs, pour les joueurs de foot. On fait beaucoup maintenant appel aux chambres froides comme à titre préventif. C'est-à-dire qu'un corps qui est soumis comme ça à des contraintes extrêmes va avoir un effet de cicatrisation s'il est blessé meilleur. Donc on commence à demander aux athlètes de haut niveau de passer de temps en temps dans des chambres froides. Alors c'est très important pour la régénération, pour la rééducation, pardon. C'est l'électrothérapie, mais il faut un appareil qui a été validé avec des programmes importants. Tout ce qui est électrothérapie qui n'est pas validé, comme les ionisations maintenant, le diadynamique, etc., c'était très utilisé, mais ça l'est de moins en moins. On prend maintenant surtout ils vont arriver, parce qu'il n'y a pas beaucoup de preuves scientifiques en fonction des pathologies, c'est surtout l'électrostimulation qui est validée, et des appareils comme ces deux-ci sont validés scientifiquement et proposent un courant électrique pour améliorer la contraction et la récupération du muscle, en demandant d'ailleurs aux patients de contracter en même temps, et ils utilisent des courants spéciaux qui sont efficaces. Mais tout ça est dans les programmes qui ont des programmes de force explosive, de résistance et d'endurance. On peut coupler avec la contraction volontaire, comme je vous l'ai dit, ça améliore, si vous voulez, l'efficacité. Et on a des programmes de capillarisation, donc ils vont faire ouvrir les vaisseaux sanguins pour améliorer le drainage veineux et améliorer donc le retour, par exemple, d'un œdème ou d'un hématome. Il y a également des programmes antidouleurs et anticontractures. Alors là, on amène des molécules endorphiniques qui ont un effet de diminution de la douleur sans prendre des médicaments, c'est toujours intéressant. Les ultrasons, j'en ai parlé, les ultrasonothérapies, ça j'en ai parlé, ce sont les ultrasons. Donc il y a un cristal piézoélectrique qui est mis en vibration et qui produit des vibrations mécaniques à haute fréquence. C'est intéressant pour les endroits que vous voulez cibler, des petits endroits où vous sentez qu'il y a une adhérence ou une cicatrisation fibreuse. Si vous restez longtemps sur place et que vous le faites en continu, vous avez un effet thermique, ça peut brûler. Si vous cherchez un effet mécanique, ben là, il faut l'utiliser avec une intensité plus faible et il aura un effet trophique, analgésique et une relaxation musculaire. Ou alors une intensité assez haute, mais il faut faire attention parce que ça peut s'échauffer. Mais par contre, on jouera sur la cicatrisation. Alors, j'ai mis efficacité parce que dans beaucoup de congrès ou des choses comme ça, on dit que ça ne sert à rien. Et je prends souvent la parole pour dire, moi, que j'ai déjà enlevé des verrues, par exemple, avec des ultrasons. Mais il faut que ça soit mis, localisé dans l'eau et sous froid. Mais qu'il y a un effet mécanique, ça c'est certain. On nettoie des cuves en industrie avec des ultrasons, le tartre chez le dentiste. Donc, il y a un décollement des adhérences. Les thérapies par ondes de choc, ça vous connaissez maintenant, c'est à la mode. Alors, elles sont surtout utilisées pour les anthésopathies, donc les pathologies d'insertion, les épines calcanéennes, les périostites et les bursites. Ça ne casse pas, on croit, certains le proposent pour les calcifications au niveau de l'épaule, mais ce n'est pas prouvé, point d'interrogation. Un exemple pour juste décorer, les contentions que vous pouvez faire élastiques, comme le strapping. Si vous voulez limiter un mouvement, mais continuer quand même à bouger des autres articulations, si par exemple j'ai une déchirure au niveau d'un fibulaire, eh bien on fait une contention, comme ça la cheville reste au repos, ça ne vous empêche pas, même si c'est temporaire, ça ne vous empêche pas de travailler le genou et les hanches par exemple. Le kinésio, en fin de reprise, pour la reprise en fin de traitement, même si il n'y a pas de grandes évidences,
mais il y a quand même quelque chose, et puis ça aide psychologiquement le sportif à dire faites attention, je suis blessé. Ça dépend des sports. Chez les judokas, il vaut mieux ne pas montrer qu'on est blessé parce qu'alors c'est là qu'ils vont attaquer plutôt. Donc, avant de retourner au sport, comme je vous ai dit, il n'y a pas de consensus parce qu'il n'y a pas de critères qu'on sait évaluer et qu'on peut évaluer à un critère identique chez tout le monde. Ça n'existe pas, on est tous formés différemment et puis la pathologie est différente en fonction de sa localisation. Mais on sait que le temps est variable et ça peut aller de quelques jours à plusieurs semaines. Ça dépendra de l'intensité de la déchirure. Si on fait une résonance magnétique et qu'on voit que c'est cicatrisé, c'est pas nécessairement un critère objectif. C'est vous ou le médecin du sport, ou vous deux, qui avez les tests cliniques et fonctionnels les plus pertinents pour analyser l'évolution, si elle est favorable ou pas. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long et pas trop lourd. Et je vous remercie pour votre attention. Merci à vous beaucoup. Merci, Monsieur Kader Dataoud. Franchement, c'était très intéressant. On a beaucoup appris. Maintenant, on passe à la rubrique questions-réponses. Est-ce que, Oussama, est-ce que je quitte l'écran ou je laisse la pause comme ça? Non, vous laissez, Monsieur Dataoud. Ok. Bon, je sais, vous êtes trop fatigué, vous n'avez pas de temps, mais j'ai trop de questions. Je vais choisir quelques questions. La première question. Est-ce que lors d'une déchirure, on immobilise avec une attelle? Peut-être les 2 ou 3 premiers jours, si le patient est quelqu'un qui ne comprend pas. Allez, si je prends par exemple une déchirure des ischio-jambiers, mettre une attelle pendant 1 jour ou 2 pour bien faire comprendre que le patient doit rester avec son genou tranquille, mais pas plus. Il faut que la douleur soit le frein. Sinon, il risque de marcher, par exemple, trop, de rester debout longtemps parce que le muscle ne tire pas, mais par contre, l'hématome, lui, il va descendre plutôt que de revenir. Ouais, tu vois? Oui. Donc, une attelle, si c'est pour le déplacer d'un endroit à l'autre parce qu'il est en voyage, etc., qu'il doit revenir, par exemple, d'un endroit à l'autre pour ne pas aggraver la lésion, quelques jours, mais vraiment 2-3 jours parce que ça fait partie du repos relatif. Enlever l'attelle, mettre les glaces, les colpacks, soigner la blessure, remettre l'attelle. Pour quelqu'un qui ne comprend pas ou qui n'est pas au niveau psychosocial attentif de respecter les règles de non-douleur. D'accord, merci. On a une deuxième question. Que pensez-vous du nouveau protocole Peace and Love, décrit par la clinique du coureur, qui me semble nettement plus adapté maintenant par rapport au protocole RICE? Oui, mais ce qu'il y a, c'est que tous les 10 ans, on a des propositions de protocoles qui changent. Moi, je suis sorti de l'université en 1980 jusqu'à aujourd'hui, et c'est vrai pour le Stanish, pour d'autres techniques, chaque étude vient remplacer une autre. Ce qui reste, c'est que il y a des écoles qui proposent des protocoles, mais le meilleur protocole, c'est celui que vous allez créer en fonction de ce que vous avez comme outil. Mais le principe d'élever, de mettre du froid, de rester dans des axes mécaniques pour que la cicatrisation se fasse dans les bons axes, ça reste vrai d'une manière générale. Donc, je n'ai pas dit un mauvais protocole, il peut remplacer l'autre, mais le bon sens et votre clinique, vous et le médecin du sport, c'est le couple idéal qui va définir quel est le meilleur protocole pour ce patient-là, ce jour-là et cette lésion-là. Ok, merci. Bon, une autre question. À partir de quand
peut-on commencer le travail en piste interne et concentrique? Bien, dès que ça fait pas mal, si ça fait pas mal même le jour de la déchirure, Ah si bon? on est proche, si la déchirure intéresse la partie distale du muscle. Reprenons l'exemple du biceps. Si le biceps, je parle du biceps huméral, hein, Voilà. Voilà. si la déchirure, par exemple, est tout près du coude, et que le patient, quand j'amène le bras vers mon oreille, donc je suis en concentrique et en piste interne, je travaille avec les fibres proximales, celles qui sont proches de la tête humérale. S'il a pas mal, c'est là qu'on peut travailler. C'est parce que dès qu'on tend le muscle, que les fibres qui ont été déchirées par allongement vont faire mal. Donc on peut travailler dans la piste interne et concentrique dès que ça fait pas mal. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, oui. Pour les ischio-jambiers, si je prends les ischio-jambiers et que le patient est couché sur le ventre et que c'est moi qui travaille avec lui, si je fais une contraction isométrique et qu'il n'a pas mal à angle droit, eh bien je travaille de l'angle droit vers la fesse. D'accord. Et puis je vais progressivement vers l'extension, donc vers L'extension. vers la piste externe et vers l'extension. D'accord. Bon. Comment faire la différence entre contracture et déchirure musculaire visuellement si on est en train de sport? Eh bien, la contracture, c'est quelque chose qui va arriver progressivement ou même après l'effort. On va sentir que le muscle est fatigué, il a travaillé trop, mais il n'y a pas un élément de traumatisme. Il n'y a pas comme un coup de couteau ou quelque chose qui arrive comme une piqûre ou quelque chose de brut. C'est quelque chose qui va s'installer progressivement. C'est quelqu'un qui va commencer à dire une crampe et qui va continuer et il va devoir s'arrêter. C'est lent et progressif. Et une fois qu'il a arrêté le mouvement, il n'a plus mal. Tandis que la déchirure, ça c'est clair et net, il y a un contexte de traumatisme. Donc, comme un coup de couteau ou quelque chose comme ça. Si on veut être sûr, et encore, si on veut être sûr, on fait une échographie qui va montrer qu'il n'y a aucune lésion musculaire. Mais ce n'est pas pour ça que ce muscle ne doit pas être traité. Allez, chez la souris ou chez le rat, quand on fait une coupe histologique, on voit ce qui se passe. L'échographie, c'est encore macroscopique, hein, ça n'est pas encore une image qui est complètement le reflet de ce qui se passe en profondeur. Donc ça reste la clinique. Si le fait pendant un jour ou deux d'étirer, de mettre de la chaleur et que la douleur est partie, en quelques heures même parfois, eh bien c'était une élongation ou une contracture. Ok. Bon, une autre question, M. Dataoset. Beaucoup d'études montrent une efficacité de l'excentrique en début de prise en charge sur la cicatrisation. Pourquoi vous ne la préconisez qu'à la fin? Mais parce que ça dépend de l'endroit où le muscle est déchiré. Ça peut être très rapide, hein, si c'est une petite déchirure, ça peut être dans une semaine ou deux. Moi, j'ai donné le protocole pour du début d'une petite contracture jusqu'à une déchirure importante avec un hématome important. Donc, c'est à nouveau en fonction de la déchirure. Il faut le faire le plus vite possible. Si le patient n'a pas mal en piste externe et en excentrique, parce que la déchirure ne concerne, l'endroit de la déchirure ne concerne pas cette amplitude-là, vous pouvez commencer tout de suite. J'ai pas de problème. C'est juste en fonction de l'endroit et de l'importance de la déchirure. D'accord. Quel est votre avis sur l'utilisation de la T-CAR-thérapie pour accélérer la cicatrisation? Écoutez, oui. Écoute, quand j'entends certains kinés, moi je l'utilise pas parce que je suis plus dans les traitements manuels.
et dans les cours, Vous êtes etc. thérapeute. Il y a des études qui sont faites par les fabricants qui attestent que ça aide, mais ce n'est pas encore une évidence, comme pour les ondes de choc. Donc, Pas de preuves scientifiques. pas de preuves objectives, scientifiques qui sont dans des études, à haute validité scientifique. Donc, si tu vas sur Pedro ou sur d'autres sites qui analysent un peu tous ces éléments-là, c'est pas une catégorie d'études, ce sont pas des catégories d'études importantes scientifiquement parlant. Ok, on a compris. Bon. Place du DLM, le drainage lymphatique manuel, et K-tape dans la déchirure musculaire, sachant que le DLM aide à diminuer l'œdème. Oui, non, ça c'est très bien. Je l'ai pas cité, mais tout ce qui fait drainer, mais il faut que celui qui fait le drainage lymphatique manuel le fasse parce qu'il connaît l'anatomie des lymphatiques. Comme ça, il peut drainer en fonction des citernes lymphatiques. Par exemple, la déchirure est au niveau du mollet, eh bien, il sait qu'il va falloir alors drainer vers le creux poplité. Si la déchirure est plus près de la hanche, il va falloir aller vers le triangle de Scarpa et vers les ganglions inguinaux. Donc, quand c'est dans le bras, ben ça, ceux qui sont opérés du cancer du sein le savent bien, ça sera vers le creux axillaire. Donc, ça marche bien et c'est très bien comme adjuvant au drainage, bien sûr. Bon, c'est quoi la cause principale des lésions musculaires et comment peut-on surtout les prévenir? Alors, selon mon expérience, il y a un facteur de prédisposition mécanique. Si on prend, par exemple, les ischio-jambiers, chez des athlètes ou des sportifs, il y a une disproportion parfois entre des agonistes et des antagonistes. C'est pour ça qu'il faut faire une étude au Cybex pour qu'il y ait un ratio équilibré. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que quand vous faites une analyse du patient, il y a des prédispositions anatomiques. Un bassin qui est positionné, je ne peux pas entrer dans les détails, mais si vous faites par exemple un test de flexion debout en mettant les pouces sur les épines iliaques postéro-supérieures et qu'une aile iliaque se fléchit facilement et l'autre moins, ça veut dire que la piste qui est permise par les muscles postérieurs et notamment les ischio-jambiers est meilleure d'un côté que de l'autre. Donc il va falloir équilibrer le bassin parce que sinon c'est un élément en défaveur et qui peut faire que les ischio-jambiers du bassin qui bougent le moins ou de la hanche qui bouge le moins se déchirent plus facilement. Il y a également des éléments d'hygiène personnelle, c'est-à-dire qu'il faut manger correctement, alimentaire, pour avoir tous les nutriments et permettre à la musculature d'être hydratée. L'hydratation, oui. Voilà. Donc, l'alimentation, l'hydratation est importante. Et puis, la prévention, ben, c'est de commencer très tôt à donner de l'élasticité. On a très peu de déchirures chez des gens laxes. Il y a des déchirures fréquentes et très nombreuses chez des joueurs de foot au niveau des abducteurs et des ischios parce que ce sont des gens qui travaillent beaucoup en concentrique et ils n'ont pas beaucoup d'élasticité, sauf si on les prend très jeunes et qu'on leur donne cette élasticité. Et c'est le rôle de la prévention. Donc il faut que les kinés puissent devancer ces éléments-là. Et la cause, eh ben, c'est un manque de prévention, un manque d'analyse au cas par cas. Ok, merci. Bon, une autre question, M. Datamsit. Expliquez-nous le combat entre la régénération et la fibrose et quelle action essentielle du kiné pour empêcher l'installation du désordre? Eh bien, c'est principalement le plus tôt possible le mouvement. C'est le fait de créer, grâce au mouvement, grâce aux contractions,
Je n'ai pas dit grâce à des contractions contre résistance. Hein. Le fait de contracter et le mouvement fait circuler. C'est comme une rivière qui coule. Il vaut mieux que ça ne soit pas comme un lac ou un étang, parce que là, il y a des dépôts qui se font. Hein? On dit, il y a une phrase et un proverbe qui dit pierre qui roule. Donc une pierre qui roule n'amasse pas la mousse. Et donc le corps humain a besoin de mouvement circulatoire. Donc au plus on fait circuler, au moins on a cette fibrose. Et au plus on fait bouger, au moins on a cette fibrose dans les axes mécaniques. Les axes mécaniques, comme je l'ai dit, vont se faire dans les bons axes. On n'a pas cette cicatrisation, alors néfaste. D'accord. Bon, maintenant on a un cas clinique concret de la part de notre ami Lotfi, un footballeur professionnel, et est à sa 4e lésion musculaire de chez ZSQ. Après toutes ces récidives et surtout la fraîcheur de la blessure, comment se sortir de cette fragilité et quelle est la place du crochetage? Donc, s'il a des déchirures récidivantes, c'est qu'il y a une raison. C'est de quel côté qu'il déchire? Est-ce que c'est toujours du même côté? Normalement, le même côté, oui. Ben, c'est il faut l'examiner. Il y a des tests d'élasticité et des tests de mobilité. Le crochetage, lui, il va assouplir la zone, mais c'est pas lui qui va enlever la cause. La cause, elle est biomécanique. Donc, il faut chercher la cause. La cause, elle est soit au niveau des hanches, soit au niveau des genoux, soit au niveau des pieds. Mais il faut examiner et il faut d'ailleurs redonner de la mobilité à toutes ces articulations par des techniques de thérapie manuelle ou de manipulation adjuvante, etc. Mais il va falloir qu'ils prennent un programme qui le rééquilibre. Mais c'est ce que je vous ai dit. Si c'est quelqu'un qui a un schéma moteur, donc un schéma de comportement toujours dans le même sens, si vous prenez un jogger et qui fait toujours le même circuit autour de son quartier ou dans la forêt, mais c'est toujours le même, ça sera toujours les mêmes groupes musculaires et toujours. Et à un moment donné, il y a une surcharge. Et c'est la zone la plus faible parce qu'il n'y a pas d'équilibre qui va craquer. Et chez les athlètes, comme je vous l'ai dit, et ça c'est d'expérience personnelle, eh bien, chaque fois qu'un athlète qui fait par exemple des 400 ou des 800 mètres s'entraîne toujours en tournant du même côté, il va favoriser la mobilité de certaines articulations dans certaines amplitudes et les autres sont toujours en train. C'est un peu comme si pour les harnais d'un cheval, vous êtes toujours occupé à tirer du même côté parce qu'il tourne toujours du même côté. Il y a un côté qui est raccourci et un autre côté qui est allongé. Il faut que tous les deux côtés soient souples. Et on a des tests mécaniques au niveau de la thérapie manuelle notamment pour analyser tout ce qui est mobilité du bassin, des hanches, des genoux. Si tu prends les genoux par exemple, tous les sportifs travaillent en flexion-extension. Ils shotent les valeurs. Ils shotent ou bien ils travaillent avec leurs hanches pour donner la balle avec les abducteurs. Si tu testes la rotation du tibia, ils ont zéro. Zéro. Il n'y a pas de rotation du tibia parce qu'il n'y a jamais personne qui leur a dit qu'il fallait travailler, par exemple, le haut banc interne tout seul et le haut banc externe tout seul, ou bien qu'il fallait assouplir la rotation du tibia, par exemple. La cheville, c'est la même chose. Si on a une cheville qui n'est pas mobile, il faut aller chercher l'amplitude ailleurs. Et donc, il y a des muscles qui sont tiraillés. Voilà. Voilà, merci. Bon, une autre question de la part de notre ami Nabila Bacha. Est-ce que la balnéothérapie est indiquée pendant la période inflammatoire? La balnéothérapie. Oui, mais dans de l'eau, si c'est une déchirure, c'est très bien dans de l'eau pas chaude. Ça, c'est important que l'eau ne soit pas chaude. Donc, je ne sais pas si balnéo, dans ce cas-ci, c'est son arrière-pensée. Et alors, ce qui marche très bien, mais encore une fois, ça dépend des muscles et des amplitudes,
c'est l'aqua jogging. Donc, il faut alors à ce moment-là que le bassin soit assez profond pour que le patient puisse faire. Il faut mettre une ceinture de flottaison à la hanche pour qu'il flotte et qu'il puisse faire des mouvements comme la course à pied, mais poussé par Archimède. Tu vois? Donc, Oui. il ne touche pas le sol, il pédale, il bouge. Donc là, l'eau froide amène vasodilatation, vasoconstriction, donc ça fait circuler le sang. Et le mouvement permet alors une cicatrisation parce que le sang va à nouveau venir cicatriser l'endroit. Donc, dans de l'eau fraîche, pendant 20 minutes au maximum. On peut mettre un vélo aussi dans l'eau, il y a plein de techniques. Voilà. Bon, notre question. Quel est le moyen le plus répandu pour éviter les récidives des blessures musculaires? Ben, c'est la prévention, hein. Quel est le moyen le plus répandu? C'est la prévention en fonction de ce que vous, comme kiné, vous allez constater chez la personne qui fait du sport d'une manière intensive. Si le volume d'entraînement ou d'activité physique, parce que la déchirure, elle n'est pas propre aux sportifs, hein, les ouvriers, enfin, il y a plein de gens qui déchirent parce qu'ils sollicitent trop. Si on sollicite beaucoup et qu'on n'a pas une hygiène, mais par le mot hygiène comprend tout, hein, c'est l'assouplissement, c'est la mobilité partout. Il faut qu'une articulation bouge correctement dans tous les axes mécaniques avec une force équivalente à son volume. Et donc, si le muscle travaille régulièrement et qu'il est soigné, il ne se déchirera pas facilement. Là, vous avez des sportifs qui prennent des anabolisants, par exemple, et qui vont alors déchirer le muscle parce qu'ils vont le solliciter normalement. Donc, c'est la prévention. Et dans la prévention, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a des analyses biomécaniques, il y a un suivi régulier. Donc, celui qui ne veut pas se blesser doit consulter un kiné, il va faire un bilan. Et on a d'ailleurs des moyens, hein. Il y a plein de tests et des caméras, etc., pour analyser ce qui ne va pas. Et alors, on fait en sorte de redonner de la mobilité là où il n'y en a pas et là où il y a moins d'élasticité. D'accord. L'isocinétisme, quelle est son efficacité dans la prévention et le traitement des lésions musculaires? Ben, il est plutôt utilisé pour évaluer. Mais on peut l'utiliser, mais on peut, attention, hein, on peut, si on a la possibilité, on peut l'utiliser et on a alors une mesure précise. Mais tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un appareil très coûteux pour travailler, par exemple, la flexion-extension. Mais si on peut, les appareils travaillent très bien et puis on a la mesure. Mais c'est pas mal si on a un centre de référence de travailler en cabinet ou dans une salle attenante au cabinet, etc., tous les muscles et de les évaluer au niveau isocinétique. Okay. Bon, notre question de notre ami M. Hafsi. Quels sont les marqueurs cliniques d'une reprise certaine? Eh bien, c'est ce que tu feras avec un muscle qui est sain. On va évaluer la force maximale, on va évaluer l'amplitude complète et on va évaluer la coordination motrice. On compare avec le côté sain. D'où, par exemple, l'importance d'un bilan isocinétique. D'accord, c'est bon. Bon, l'intérêt du dry needling dans les tensions et les lésions musculaires. Le dry needling. Oui, donc, si tout le monde ne sait pas, je dis ce que c'est. Donc, on met des aiguilles sèches sur des points gâchettes. C'est l'équivalent des trigger points. Trigger points, que vous savez sentir, et on va alors aller mettre une aiguille qui va stimuler. Juste mettre, je m'excuse, juste mettre. Ben, on ne fait pas de stimulation, on ne fait rien. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Dès qu'on a l'aiguille et qu'on a la petite vibration,
Ça veut dire qu'on a stimulé l'arc réflexe et on a, par voie réflexe, une inhibition et un relâchement du muscle. Et ce n'est pas, c'est pour les contractures ou les douleurs musculaires, mais pas pour les déchirures. Ça n'apporte rien pour la déchirure. Ok. Bon, une autre question. Combien de jours après la déchirure on peut utiliser l'ultrason? Non, l'ultrason, c'est vraiment tout à fait dans la phase de cicatrisation finale. C'est-à-dire que si le muscle est tout à fait souple et se tend, et que vous constatez à la palpation qu'il y a des endroits avec des indurations, que ni le crochet ni vos doigts ne parviennent à assouplir, alors, comme adjuvant, on peut, à la fin d'une séance, mettre les ultrasons pendant 2 fois 5 minutes. Il faut les mettre en continu et bouger et prévenir le patient que ça peut chauffer. Et là, on peut casser les endroits fibreux. Allô? Allô? C'est encore une autre. Vous m'entendez, monsieur Dataosid? Oui, maintenant je t'entends, oui. D'accord. Bon, normalement, on a fini avec les... Il me reste encore une question. Apparemment, c'est la dernière, Oussama. La place du BFR pour le renforcement musculaire après lésion. Est-ce qu'on peut me dire BFR? Je connais pas BFR. Non, franchement, je ne sais pas. C'est monsieur François Darras. Désolé, l'abréviation. Mais moi, je ne connais pas le BFR. Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, c'est pas grave. On passe maintenant à la conclusion, monsieur Dataosid. On s'excuse, vous êtes trop fatigué. On a pris votre temps. Bon, c'est un plaisir aussi de transmettre. Hein, oui, c'est partagé. Mais évidemment, le mieux, c'est évidemment d'être en présentiel. Et chaque fois qu'on dit quelque chose, hop, on regarde ce que ça fait sur la table, etc. En fonction des... Ce qui est très important, c'est de connaître l'action des muscles concernés. Il ne faut pas avoir peur d'aller revoir quand on a quelque chose comme ça de déchiré, d'aller revoir la fonction et l'action du muscle concerné et de bien comprendre comment est-ce qu'il fonctionnera quand on va mettre l'excentrique, le concentrique, etc. C'est important parce que certains muscles sont polyarticulaires et en fonction de l'endroit. Et ça, bon, ben, en pratique, quand on a des workshops, on peut revoir tous ces muscles. Ben là, il faut les revoir vous-même comme des grands. Hein. Voilà. Monsieur Dataosid, le BFR, il veut dire Blood Flow Restriction. Blood Flow Restriction. Ben, tout ce qui est, si je comprends bien, parce que je ne connais pas la technique, je suis désolé, je ne la connais pas. Oui, c'est pas grave. Si c'est pour améliorer la circulation, si la résultante c'est d'améliorer la circulation, mais j'irai voir. Ok, c'est pas grave. Donc, on vous remercie, monsieur Dataosid. Merci d'avoir donné de votre temps. Avec plaisir. Merci pour nos amis d'avoir nous suivi. Inch'Allah, on vous verra une autre fois. Inch'Allah. Inch'Allah, peut-être prochainement en Algérie. Hein. Inch'Allah, dès que c'est ouvert, je serai le premier. Oui, je ne sais pas, mes amis ne sachent pas que vous êtes d'origine algérienne. Ah, si. Oui, monsieur Dataosid est d'origine algérienne. Quand j'ai sollicité M. Dataosid, il a directement dit oui. Je suis là, je suis pour vous, je suis là pour vous aider. On doit le remercier beaucoup. Bonne nuit, M. Dataosid. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Oussama. Bonne nuit, tous mes amis. À la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine et merci de votre écoute. Merci pour vous. Merci.